Deuxième partie de notre débat consacré au rôle forcément très délicat des soldats de l'ONU en Côte d'Ivoire. Karim Akiki, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'envoyé spécial de France 24 à Abidjan. Qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous sentez? Ces soldats de l'ONU à Abidjan, ils sont où et ils font quoi? Écoutez, les soldats de l'ONU, nous les voyons là cet après-midi. Il y a eu un balai d'hélicoptères de l'ONU assez conséquent. Ils ont tourné pas mal. On les voit circuler beaucoup à Abidjan. Ils sont évidemment autour de l'hôtel du Golfe. L'hôtel du Golfe où nous étions jeudi dernier, on a vu la complexité de leur travail. Quand nous sommes arrivés à un checkpoint, on a vu qu'ils essayaient de s'interposer entre les forces armées loyales à Laurent Gbagbo et puis les manifestants qui essayaient de manifester à l'époque. Donc ils se sont trouvés au milieu, ils sont entre deux feux. Moi j'ai l'impression ici de ce qu'on ressent et de ce qu'on voit, c'est qu'ils sont vraiment pris entre deux feux. Ils n'arrivent pas à travailler normalement, ça on l'a constaté, on le voit, ils sont très très tendus, ils se déplacent en convoi lourdement armés et on sent vraiment qu'ils ont beaucoup de mal à travailler. Et puis on sent la tension aussi de ces soldats qui sont là à chaque fois qu'ils descendent, qu'ils mettent pied à terre. Il y a trois pick-up avec des armes lourdes dessus. Il y a des hommes en armes qui ouvrent le chemin. Enfin voilà, on voit très très bien la difficulté, on la constate, la difficulté la journée. Et le soir, c'est encore pire pour eux parce que le soir, les rues sont vides et c'est le couvre-feu. Et tout leur déplacement, chaque déplacement pour eux est périlleux à Abidjan après le couvre-feu. Situation très difficile. On va aller à New York maintenant pour savoir quelles sont les instructions, les ordres que reçoivent ces casques bleus de New York. Emmanuel Saint-Martin, bonsoir. Bonsoir. Alors, les soldats de l'ONU pris entre deux feux, c'est leur mission naturelle. Mais quelle est l'appréciation du Conseil de sécurité et des gens à New York? Quelles sont les instructions qu'on leur donne? Et est-ce que les gens à New York, vous les sentez inquiets sur cette mission-là où l'ONU joue sa crédibilité? Oui, absolument. Il y a une inquiétude parce que on craint simplement les incidents. Vous parliez de l'hôtel du Golfe. Vous savez que l'hôtel du Golfe, il est donc protégé par des casques bleus aussi. On en parle moins, mais sans doute par des hommes des troupes de la Licorne. Vous savez, ces troupes françaises qui sont là pour aider les casques bleus, même s'ils ne sont pas à proprement parler des casques bleus eux-mêmes. Mais autour de ces hommes, eh bien, il y a les forces de l'armée restées fidèles à Laurent Gbagbo avec des risques à chaque instant de clash. Avec par exemple le fait qu'il y a bientôt plus de nourriture, semble-t-il, dans cet hôtel. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il va falloir que ces troupes des casques bleus sortent, fassent une sortie face à l'armée nationale ivoirienne? Donc beaucoup d'inquiétudes de ce côté-là. Alors ce qui est frappant ici, c'est l'unité politique qui a réussi à se mettre en œuvre sur cette question de la Côte d'Ivoire face à Laurent Gbagbo. Et c'est suffisamment rare aux Nations Unies quand même pour être souligné, avec notamment le rôle crucial de ce point de vue-là que vous en parliez tout à l'heure, mais que les pays africains, les pays de la région notamment, ont joué. On a bien vu au cours des semaines qui se sont déroulées que la position du Conseil de sécurité a changé. Avec au début, il y avait des inquiétudes du côté russe notamment qui craignaient de voir les Nations Unies prendre un rôle nouveau de sanction d'une élection, de voir les résultats d'une élection nationale être validés par les Nations Unies. Ça a inquiété les Russes et puis ils ont renoncé au blocage qu'ils avaient instauré à un moment quand ils ont vu que tous les pays africains étaient derrière Ouattara et disaient que c'est Ouattara qui a gagné. Et donc on voit bien dans quelle mesure cet équilibre régional et ce front uni, pour une fois, ce front uni africain a eu des conséquences ici à New York. Restez avec nous, Emmanuel. L'un des effets de ce front uni, c'est le ton, la tonalité de plus en plus forte du procureur auprès de la Cour pénale internationale, Luis Moreno Ocampo. Il était interviewé aujourd'hui sur France 24 par Marc Perelman. Écoutez ce qu'il a dit sur la Côte d'Ivoire. Il a même prononcé des noms. Nous sommes très inquiets de la situation en Côte d'Ivoire. Que ce soit très clair, aujourd'hui, il n'y a pas lieu d'ouvrir une enquête contre qui que ce soit en Côte d'Ivoire. S'il n'y a pas de crime, il n'y a pas d'affaire. Mais si des crimes sont commis, la Cour pénale internationale va intervenir et des gens seront arrêtés. Et ça doit être totalement clair. D'ailleurs, nous surveillons de très près M. Charles Blé Goudé. Il incite les gens. Si ces gens commettent des crimes, des atrocités en Côte d'Ivoire, M. Blé Goudé pourrait être désigné comme responsable pour les avoir incités à agir. Antoine Glaser, qui est Charles Blé Goudé? Pourquoi est-ce que son nom est prononcé aujourd'hui? Et Charles Blé Goudé, c'est le chef des patriotes ivoiriens, qui est ministre dans le nouveau gouvernement.
de Laurent Gbagbo. Et c'est vrai, c'est lui qui mobilise les patriotes sur Abidjan. C'est lui déjà qui était extrêmement actif en novembre 2004, quand il y avait déjà eu une première flambée nationaliste qui avait abouti au rapatriement de 7000 Français. Et c'est certain que c'est c'est vraiment un chef qui mobilise les miliciens, les patriotes, les troupes sur Abidjan. C'est lui qui est à la tête de ce qu'on appelle les jeunesses patriotiques de Côte d'Ivoire. Clairement montré du doigt par la CPI. Claude Koudou, comment est-ce que vous réagissez? Alors, premièrement, je constate que on fait monter des enchères inutilement. Et moi, je voudrais simplement vous lire 3 lignes. Mais ce serait bien si vous pouvez le filmer. Nous nous engageons solennellement à accepter le verdict des urnes tel que proclamé à l'issue du scrutin par la Commission électorale indépendante, CEI, et le Conseil constitutionnel, signé Laurent Gbagbo et Alassane Dramane Ouattara, le 27 novembre 2010. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que... On ne peut pas refaire les élections. On ne peut pas refaire les élections, mais c'était bien à préciser, parce qu'aujourd'hui, conformément... Je termine, monsieur, conformément à la constitution ivoirienne qui est reconnue par la communauté internationale, le président élu, c'est Laurent Gbagbo. Mais ça, en Côte d'Ivoire, c'est très clair, les Ivoiriens sont conscients de ça, les Ivoiriens sont fatigués parce qu'ils veulent la paix, et quand l'ONU arrive, il faut que l'ONU puisse travailler sur des éléments objectifs et non de façon fantaisiste. Alors je termine, juste pour dire que l'ONU a déjà commencé à combattre du côté des rebelles, on l'a vu sur un film de TF1. Alors, il ne faut pas nous distraire. L'ONU est déjà partie prenante dans le conflit. Vous affirmez ça. Vous affirmez que l'ONU se bat. Être arbitre. Vous affirmez parce que l'ONU n'est pas neutre. Vous affirmez que l'ONU se bat. Attendez, monsieur. Non, vous annoncez des choses importantes là. Oui. Vous nous dites donc que les soldats de l'ONU sont en train de se battre aux côtés de qui? Aux côtés des rebelles. C'est ce qui s'est passé. Et quand? C'était où et quand? À l'hôtel du Golfe, le jeudi 16, et les films existent, moi je peux vous les apporter. Les films existent, les casques bleus de l'ONU ont tiré, étaient en position de combat aux côtés des rebelles, et ça c'est bien quelque chose qui est clair et qui est affirmé. Ils n'étaient pas en position de légitime défense? Non, pas du tout. Pas du tout. En tout cas, depuis toujours, l'ONU a aidé, a instruit les forces rebelles. Alors moi, je veux bien que le procureur arrive en Côte d'Ivoire pour faire des enquêtes. Ce serait très bien, parce qu'on en a besoin. Il y a beaucoup d'atrocités dans le Nord. Et ça, ce serait vraiment bien que la CPI arrive. Je crois que il ne faut pas qu'on divertisse le monde entier. Il ne faut pas faire monter la pression inutilement pour faire intervenir les casques bleus, parce qu'il n'y en a pas véritablement besoin. En tout cas, moi je connais les réalités du terrain, j'y vais souvent. Et ce que je voudrais dire, dernière chose, c'est que la Côte d'Ivoire n'est pas une entreprise. La Côte d'Ivoire est un pays avec un peuple, avec ses émotions, avec une histoire, avec un passé, et qui a envie d'avancer dans un avenir commun. La Côte d'Ivoire est seule et indivisible. Et ça, il faudrait qu'on le comprenne. Monsieur Tchétché. Je pense que M. Koudou doit revenir à la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, si on parle de communauté internationale, si on parle de l'ONU, il faut que M. Koudou sache que l'ONU n'est pas à Abidjan, en Côte d'Ivoire, de par sa propre volonté. L'ONU est en Côte d'Ivoire de par la volonté de la communauté internationale. On a bien compris. Les élections en Côte d'Ivoire ont été organisées par la communauté internationale. Pas du tout. Non, s'il vous plaît. Quand vous parlez, on ne vous interrompt pas. Non, calmez-vous. Tout le monde connaît l'histoire. Non, vous vous calmez. Je vous en prie, calmez-vous. Vous savez qu'on peut se rencontrer partout et parler. Donc, calmez-vous. Les élections ont été organisées sous l'égide de la communauté internationale. Monsieur Koudou, s'il vous plaît. Et en plus, chacun parle. Et en plus, sinon, on n'entend pas. Et en plus, M. Koudou doit comprendre, doit savoir que lorsqu'il y a conflit et que on se retrouve à un niveau international, ce sont les lois, ce sont les résolutions. Non, c'est pas le Monsieur Koudou. La Côte d'Ivoire, Monsieur Koudou, vous savez que je peux vous interrompre. Non, s'il vous plaît. Vous savez que je peux vous interrompre. S'il vous plaît. Non, mais c'est un débat. Il faut qu'on puisse entendre les points de vue des uns et des autres. Monsieur Koudou, s'il vous plaît. Donc,